Philippe de Villiers qui était sur CNews vendredi soir, et sur cette même ligne, L'Abandon est un film d'intérêt public. Toute la classe politique a peur. C'est la peur qui règne alors qu'on nous avait promis le courage naissant. Pourquoi je dis que c'est d'intérêt public ? Parce que il faut que tous les Français aillent voir ce film et qu'ils en tirent la conclusion que la société française doit être sauvée de l'islamisme qui nous conduit tout droit, dans 30 ans, au califat. Alors, la prédiction, évidemment, est terrible, et c'est pourquoi, Amine Elbaï, vous êtes avec nous aujourd'hui, pour précisément parler de l'islamisme et pour parler de votre sœur. Parce que votre sœur, on va rappeler peut-être son parcours. Elle est aujourd'hui dans la prison de Rennes. Pourquoi est-elle dans cette prison ? Eh bien, elle est aujourd'hui détenue parce qu'il y a 10 ans, eh bien, elle avait à peine 18 ans, 19 ans. Et un matin du mois d'août 2014, elle se levait un matin en me disant qu'elle allait au marché et elle n'est jamais revenue. Elle est partie en Syrie rejoindre les rangs de Daesh. Elle est restée sur zone pendant près de 8 ans, où elle s'est d'abord mariée au premier djihadiste qui était un djihadiste français, Fouad Mohamed Agad, terroriste du Bataclan, avant de se remarier à son décès avec un second djihadiste avec qui elle a eu 2 enfants. Étant précisé que lui aussi il est décédé puisqu'il s'est fait exploser à l'occasion d'une opération kamikaze sur zone. Elle a eu 2 enfants sur zone, et c'est à l'issue du décès de son deuxième mari qu'elle a compris effectivement que sa place n'était peut-être pas parmi une société archaïque, totalitaire et violente. Et puis, au bout de son cheminement, elle s'est rendue aux autorités kurdes qui administraient le nord-est de la Syrie. Elle est restée 3 ans dans les camps kurdes au nord-est de la Syrie, à Al-Hol et à Roj, aux côtés d'autres femmes françaises qui ont soit été arrêtées, soit elles se sont rendues aux Kurdes, pour finir par être rapatriées en octobre 2022 avec ses 2 enfants. Et donc actuellement, elle est poursuivie, elle sera renvoyée en octobre prochain devant la cour d'assises de Paris pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle. Et ces 2 enfants sont, je crois, en foyer. J'espère qu'ils n'ont pas été séparés, d'ailleurs, ces 2 enfants. Les 2 enfants, ils sont aujourd'hui pris en charge par le service public de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont traumatisés par ce qu'ils ont pu voir sur zone. Ils sont accompagnés quotidiennement, j'ai envie de dire hebdomadairement, par un juge pour enfants du tribunal judiciaire de Paris. Ils sont ensemble, c'est important. Ils ont quel âge ? Ils sont aujourd'hui âgés de 9 et 10 ans. Alors, vous avez parlé avec votre sœur. Oui. Quand est-ce que vous avez parlé la dernière fois avec votre sœur ? On s'appelle tous les semaines désormais. Bon. Quel regard elle pose aujourd'hui sur ses 8 ans, 10 ans, et est-ce que vous savez la vie qu'elle a eue ? Oui, alors moi j'ai la chance de pouvoir la voir désormais toutes les semaines, puisqu'en réalité je n'ai jamais coupé le contact, y compris lorsqu'elle était sur zone. D'abord par crainte d'irriter ma sœur, aussi pour obéir aux recommandations de la police, étant précisé que les femmes qui étaient présentes en Syrie étaient source de renseignements pour les services de renseignement français. J'ai pu suivre en 10 ans, effectivement, le processus d'embrigadement, le départ, le maintien sur zone, les regrets, la rédemption, le retour, et aujourd'hui l'incarcération. Et de l'incarcération, on est passé au désengagement. Pour moi, c'est important de parler de désengagement violent, plus que de déradicalisation, parce qu'on ne déradicalise pas des individus qui, pendant plusieurs années, ont adhéré à une vision totalitaire et quelque part une vision de rejet de l'État. Donc on est clairement aujourd'hui dans un processus de désengagement. Ce processus, il avait déjà été amorcé dans les camps kurdes en Syrie, et l'État français s'était assuré, avant de rapatrier les femmes volontaires qui veulent rentrer en France, de les judiciariser et de les rapatrier en France. Est-ce que vous savez la vie qu'elle a eue là-bas ? Sur place, oui. Le rôle des femmes, en tout cas le rôle de ma sœur, n'était pas un rôle hyperactif, hormis un rôle religieux et idéologique quand même assez marqué, avec des publications extrêmement violentes sur les réseaux sociaux, avec un rôle idéologique extrêmement important, et puis un rôle de maternité, puisqu'elle a quand même mis au monde... Mais est-ce qu'elle a assisté à des exécutions ? Est-ce qu'elle a... je ne vais pas vous demander si elle a participé, bien sûr, puisque elle sera jugée en octobre, et sans doute aurez-vous envie de protéger votre sœur, ce qui est bien normal, mais est-ce que vous savez ce qu'elle a fait ? En l'état de mes informations, je n'ai pas l'information selon laquelle elle a participé à une action violente. En revanche, elle a effectivement assisté à des scènes de rituels de rites mortuaires, c'est-à-dire le lavage des cadavres, puisque c'était à cela dont les femmes servaient,
Elle servait effectivement à laver les corps, au rôle d'éducation effectivement des enfants, et puis à l'imprégnation idéologique, outre la rente mensuelle, puisque les femmes qui étaient veuves recevaient une allocation mensuelle de Daesh. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a d'autres femmes qui ont eu un rôle extrêmement violent et qui sont encore violentes aujourd'hui, d'autres qui sont actuellement détenues dans les camps kurdes en Syrie. Avec une question épineuse que je vais vous poser cet après-midi, c'est que faire ? Parce qu'en réalité, depuis 10 ans, on met un peu le sujet sous le tapis, mais il y a encore des femmes françaises qui sont détenues dans les camps kurdes en Syrie. Et donc, c'est vrai on qu'on n'a n'a pas forcément envie de les voir revenir sur le sol de France. Absolument. Bon, on va marquer une pause de toute façon. C'est un sujet, bien sûr. Alors, c'est une position ambiguë, alors, parce qu'il y a une part d'humanité que chacun doit avoir. On pourrait imaginer. Non, il y a aussi une part. J'enlève les considérations humanitaires. Est-ce qu'il n'y a pas des considérations sécuritaires ? Parce que est-ce que vous les laissez à monsieur Al-Sharat, qui est le président syrien et qui était lui-même djihadiste. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet de diplomatie, il y a un vrai sujet politique sur le devenir finalement des enfants d'une part, des femmes d'autre part, et des hommes djihadistes enfin. Restez avec nous et on terminera entre 17h et 17h10 avec vous pour évoquer ce sujet qui est forcément douloureux pour vous et instructif également pour nous. Mais on parle de la sœur de Amine Elbaï et on cherche toujours à comprendre, et on va comprendre après cet indicatif musical. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. On cherche toujours à comprendre l'autre, même si c'est impossible. Donc vous êtes, je crois, une famille de 6 ? Absolument. Donc il y a 2 sœurs et 4 garçons ? Absolument. Personne dans cette fratrie ne sera ou ne fera ce qu'a fait votre sœur. On aura cet engagement. Bon. Alors, votre sœur, elle est plus jeune que vous ? Elle a un an et demi de plus que moi. Bon, vous la voyez grandir, vous vous souvenez de l'enfant qu'elle était, c'est ça aussi qui m'intéresse. Quand elle avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, est-ce que rétrospectivement vous dites, tiens, il y avait des choses qui n'allaient pas ? Et pardonnez-moi de vous poser crûment cette question-là, mais est-ce qu'elle est intelligente ? Est-ce qu'elle est cultivée ? Est-ce qu'elle a des bons résultats à l'école ? On a envie de connaître son profil intellectuel, culturel, psychologique. Quelle petite fille est-elle ? Eh bien, écoutez, c'est simple, nous avons grandi dans une famille de 6 enfants, à Roubaix. Elle a été dans le seul lycée de la commune qui n'était pas classé en zone d'éducation prioritaire. On a grandi dans une famille monoparentale avec une mère femme de ménage qui s'est toujours battue et qui a tout fait Mais elle a des petits copains à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Est-ce qu'elle a des amis ? Elle faisait du théâtre, elle aimait lire, écrire, chanter, elle avait des amis. Et puis elle a eu son bac littéraire avec option théâtre. Et puis c'est à l'issue de ce baccalauréat où elle est restée à la maison avec une année sabbatique parce qu'elle savait pas trop quoi faire. Elle avait mis de côté 6 mois de droit et puis finalement elle souhaitait se réorienter. C'est au cours de cette année sabbatique où elle a rencontré en fait une voisine qui habitait à 500 mètres de la maison, qui était une ancienne amie du lycée et dont toute la famille, c'était la famille Tar à Ouidat, à Roubaix. Ils étaient 27 à être partis du petit-fils à la grand-mère. Et c'était une famille qui était connue d'ailleurs des services de renseignement français. Toute la famille est partie et chacune des personnes de cette famille, notamment les femmes, faisaient du recrutement auprès des proches, auprès des amis, auprès des copains. Et cette radicalisation, puisque vous avez un an de différence, vous êtes encore dans l'appartement familial à ce moment-là ? À ce moment-là, j'étais encore dans l'appartement familial. Moi, j'avais pris dès le mois de juin, c'est-à-dire 3 mois avant son départ, le téléphone pour appeler le numéro vert Stop Djihadisme. Le gouvernement, à l'époque, avait mis en place un numéro vert pour signaler... On est en quelle année ? En 2014. J'avais 17 ans à ce moment-là. J'étais mineur. Et j'ai pris le téléphone pour dénoncer la radicalisation de ma propre sœur. C'était difficile pour moi de le faire. Bon, son accoutrement change, elle est habillée différemment, il y a des prières qui se mettent en place, il y a des comportements différents. Alors, en l'apparence, il n'y avait rien de dramatique, hormis des prières à la maison, sauf que c'est après son départ que j'ai appris que dans la rue, elle mettait le voile, puis le voile intégral. Elle a fréquenté... une mosquée connue pour ses liens passés et présents avec le salafisme, et puis ensuite elle a développé ce cheminement avec ses amis, y compris sur les réseaux sociaux, en étant en contact avec des individus déjà sur place, déjà sur zone en Syrie. Bon, elle est en colère contre vous, contre sa mère. Est-ce qu'il y a une raison psychologique que vous expliquez ? Il y a eu une rupture, effectivement, à un moment, dès le mois d'avril, mai-juin, j'ai senti un changement dans le comportement avec des revendications politiques, communautaires qui n'avaient aucun sens, des revendications religieuses à table, alors qu'on est quand même dans une famille
dans une famille qui a été élevée dans la culture musulmane, pas nécessairement dans la pratique. Chacun de mes frères et sœurs a eu un parcours différent, l'un dans l'entrepreneuriat, l'autre dans la culture, l'autre dans le droit. Et donc effectivement, il y a eu des signaux faibles, mais qu'on ne pouvait pas évaluer à l'époque. Par exemple ? Les premiers signaux, ça a été... moi, j'ai entendu des anachides sur son téléphone. Les anachides, c'est des chants religieux. Des chants religieux où... ça, c'est pas un signal faible. Ça dépend quel type de chant. Alors, et effectivement, vous avez des chants d'abord salafistes, puis ensuite, c'était des prédicateurs. Ça a été le voile, ça a été du voile au niqab. Donc, on n'était pas totalement dans le voile intégral. On était au voile qui couvrait le menton et le front. Puis ensuite, ça s'est rétréci. Mais c'est très rapide, surtout. C'est allé très très vite. Oui. On marque une pause. Je disais que vous resteriez jusqu'à 17h15, mais finalement, vous allez rester avec nous. Et puis, Georges et Caroline vont vous poser une question. À tout de suite. Georges Fenech, question. Oui. Amine le sait, donc il l'a dit à l'instant, ce sont les réseaux sociaux qui souvent font du recrutement. Il faut bien comprendre que ces jeunes, dont sa sœur, a été victime d'une forme d'appel vers une sorte de romantisme. Il faut bien comprendre les choses, c'est-à-dire l'appel pour aller sur la terre du Cham. Oui, c'est ça. C'est-à-dire vraiment aller peupler cette terre de l'islam. C'est pour ça que tous ces jeunes sont partis. On est d'ailleurs le premier contingent en Europe, français, à avoir rejoint la Syrie. Maintenant, ceux qui nous écoutent doivent se demander mais pourquoi on les accepte de revenir après ce qu'ils ont pu faire, etc. Mais autant les hommes, moi je dis les hommes qui sont partis, qui s'assument, qui restent là-bas, qui purgent leur peine, etc. Autant les femmes avec les enfants qui n'ont rien demandé, Rien demandé. Non, les enfants, ils ont rien demandé. Les enfants qui n'ont rien demandé doivent pouvoir revenir en France. Et d'ailleurs, la France a changé de position, de doctrine en 2021, je crois. En 2022, donc la question. 2022. Donc voilà. Alors la question que je me pose pour ces enfants, comment se fait-il qu'ils ne soient pas placés, plutôt que d'être dans des foyers d'accueil, au sein de la famille, chez des grands-pères, grand-mères, oncles, tantes, et qu'ils retrouvent une vie familiale. Alors, s'agissant de ma nièce et de mon neveu, ça a été un choix de ma part, personnellement. Moi, je me suis opposé à ce qu'ils puissent retourner à Roubaix, moins dans la famille que dans l'environnement. Et je ne voulais surtout pas qu'ils retournent dans un environnement aussi austère, aussi hostile aussi, à Roubaix. Ils avaient besoin très vite de se resocialiser parce qu'ils ont vécu dans un environnement terrible, sous les bombes. Vous savez qu'on les a crus morts à un moment. On nous les a déclarés décédés en 2017 sous un bombardement. Donc elle a été bombardée. Donc là, ils sont dans une famille. Ils sont aujourd'hui dans une famille d'accueil. Et vous allez les voir régulièrement. Je vais les voir régulièrement. Vous m'avez montré des photos d'eux. Ils sont suivis par un juge pour enfants. Et puis vous allez les voir et ils ont besoin de cette présence de leur oncle. Absolument. Bon, ils savent où est leur mère. Ils savent où est leur mère. Ils vont la visiter tous les 2 mois. Ah oui. Ils vont la visiter tous les 2 mois dans une unité familiale. Et comment ça se passe dans ces cas-là ? La rencontre se fait en présence d'un éducateur, de la protection judiciaire et de la jeunesse. Combien de temps ça dure ? Ça dure 3 heures. Et puis les enfants sont suivis après chaque rendez-vous par un psychologue pour essayer de et votre sœur, elle apprécie ce contact ? Oui, elle apprécie. Ses rapports, il faut dire, à elle, sont plutôt très positifs. C'est pas le cas de toutes les femmes d'ailleurs. Et ça me permet d'ailleurs, Pascal, un petit mot quand même, parce que c'est très important. Vous savez, ma sœur, aujourd'hui, elle est détenue, et vous l'avez dit, effectivement, en Bretagne, à Rennes, dans un QPR, un quartier de prise en charge de la radicalisation. Moi, je suis assez partagé sur la politique carcérale pénitentiaire de lutte contre la radicalisation. Parce qu'en réalité, on ne déradicalise pas dans ce pays. Comment voulez-vous déradicaliser plusieurs femmes dans un endroit où chacun exprime des degrés de désengagement à des stades plus ou moins nuancés, avancé, plus ou moins différents. Et donc, ça nécessite pour moi une prise en charge plutôt individuelle, plus qu'une prise en charge collective. Vous avez des femmes là-dedans qui sont dans ces quartiers, parce qu'on n'a pas d'autre solution en réalité, depuis 3 à 4 ans. Donc, elles saturent ces places, ce qui d'ailleurs ne permet pas d'accueillir d'autres femmes qui, elles, sont à l'isolement et auraient besoin d'un accompagnement. Et le contenu même de cet accompagnement, il est très restreint parce qu'il n'y a plus d'objectifs pédagogique, plus d'objectifs de réinsertion et d'affiliation sociale au-delà de 6 mois. Le programme ne dure que 6 mois. Donc, vous dites quand même, en termes de lutte contre l'islamisme, pour des gens qui ont connu quand même des engagements violents très élevés, vous dites que le contenu d'accompagnement est quand même relativement faible. Elle est en préventive, nous sommes d'accord, puisque vous avez dit que le jugement aura lieu en octobre. Voilà. 2009. Elle a été condamnée par contumace. Elle est toute seule dans sa cellule. Elle est toute seule dans sa cellule. Et avant d'aller dans cette cellule, elle a quand même fait 2 ans d'isolement total, strict, à la prison de Fresnes,
avant d'intégrer un QER, un quartier d'évaluation de la radicalisation. Donc c'est effectivement des expériences humaines très fortes, assez fortes et assez rudes, mais qui sont aussi le résultat des choix qu'elle a pu faire. Caroline Iturbide, vous voulez vous interroger? Oui, moi c'est le côté humain qui me fascine. En fait, je suis impressionnée, Amine, par déjà votre honnêteté. Je trouve ça incroyable de parler comme ça de sa propre sœur, parce qu'il y aurait pu avoir de la honte. Et donc je trouve ça très troublant et très touchant. Et justement, c'est un peu ma question, elle est vraiment hyper humaine. Genre, est-ce que vous lui pardonnez? Est-ce que vous l'aimez toujours comme vous avez toujours aimé votre sœur, ou est-ce qu'il y a une haine un petit peu quelque part qui s'est mise en vous? Non, j'ai eu de la colère plutôt. J'ai surtout culpabilisé parce que j'ai culpabilisé de ne pas avoir su la retenir, alors que j'avais vu un certain nombre de formes de radicalisation. Je l'avais signalé au numéro vert avant son départ. Moi, j'en ai beaucoup souffert personnellement. J'en ai perdu pour ma santé avec l'apparition d'un vitiligo et puis un traitement quotidien. J'en ai aussi souffert personnellement parce que lorsque vous êtes confronté à l'islamisme, eh bien vous vous isolez, y compris socialement. J'ai perdu ma jeunesse dans ce combat. Mais ma priorité, ça a été aussi de pouvoir réunir ma famille, parce que j'ai assisté à une famille, ma famille s'est complètement divisée, il a fallu reconsolider, renouer, ça a été difficile. Aujourd'hui, tout est reparti sur des bonnes bases et tout le monde va mieux, mais ça a été effectivement très 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 difficile. Et sur la relation directe avec ma sœur, je pense qu'elle exprime aujourd'hui un certain nombre de signes de culpabilité, mais l'amour ne veut pas dire tout cautionner. Je pense vous l'aidez là, tout simplement, et finalement c'est une preuve d'amour d'aider l'autre. Oui, il y a une preuve d'amour. Votre mère? Ma maman, je l'ai fait surtout pour ma mère. Parce que ma mère nous a élevés seuls. Elle a fui l'Algérie à l'âge de 20 ans. Et elle a connu en Algérie les décennies noires. Et, votre mère va voir votre sœur? Ma mère, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'elle vit ça comme une forme de trahison au regard de ce qu'elle nous a transmis. Et effectivement, quand vous vivez dans cette peur-là, dans ce ressentiment, moi, pendant très longtemps, j'ai été pointé comme le frère d'une djihadiste. Et vous savez, Pascal, moi, dans les médias, quand j'ai été invité pendant 10 ans, alors évidemment, je serrais les poings, je me faisais petit, mais souvent, dans les articles de presse, on mettait le frère d'une djihadiste. J'étais complètement dépossédé de mon identité. Je n'existais pas en tant qu'Amine El-Bailly, mais en tant que le frère d'une djihadiste. Pourquoi et tout cela m'a suivi d'ailleurs, de la djihadiste? De la djihadiste. Oui. Mais elle travaille toujours, votre mère? Aujourd'hui, elle a eu effectivement avec ça des problèmes de cœur. Elle a fait un infarctus. Quel âge elle a? Elle a 63 ans. Ce qui est jeune. C'est jeune. Et pour elle, évidemment, donc vous l'aidez, j'imagine. Vous êtes tous unis dans les... Oui, aujourd'hui, on est tous unis. Les 5 qui sont en liberté, si j'ose dire, et puis votre sœur qui est en prison. Tout le monde a un rapport avec votre sœur et tout le monde l'accompagne? Oui, tout le monde essaye de l'accompagner. Chacun est plus ou moins avancé dans son degré de pardon, finalement. C'est vous qui êtes le plus près d'elle, sans doute. Le plus près d'elle, parce que j'ai dû maintenir ce lien. C'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai pu faire l'impasse sur le passé parce que j'ai pu très vite garder contact. Et puis aussi, je me suis fait accompagner. Ça a été pour moi important, et je pense que c'est important aussi que les familles, et c'est une revendication que je fais, il y a des tas de familles aujourd'hui en France qui sont concernées et qui ont besoin de cet accompagnement administratif et psychologique. Merci, parce que l'autre jour vous étiez venu et puis on avait dit qu'on vous réinviterait, et c'est Pascal. Bien. Alors cette émission permet d'avoir le temps de raconter cette histoire. Merci et je trouve que c'est la première fois que je fais ça en 10 ans. Mais je trouve que c'est le temps est vraiment. Il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter en 1 minute. Voilà, il y a des sujets où on a besoin de savoir d'où vous venez, qui vous êtes, qui était votre mère, qui étaient vos frères et sœurs, comment ça s'est passé. Et forcément, il faut installer un petit peu cela dans le temps. Et Europe 1 nous permet de le faire. Donc, je trouve ça formidable.